Monsieur le député de Saint-Jean, vous avez un temps de parole pour les 10 prochaines minutes. Merci, Monsieur le Président. Je suis certain que, comme beaucoup de personnes, l'ensemble des Québécois, la ministre va partager notre objectif d'améliorer la condition de vie des Québécois. Donc, je suis certain que ce sera un plaisir de débattre aujourd'hui de différentes avenues pour y arriver. J'aimerais donc saluer la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, les gens de son équipe, le député de Jean Lesage, mon collègue député de Marie-Victorin et les gens de mon équipe, donc Pierre Bouchard, qui est notre recherchiste ici à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on n'a pas pu débattre de cette interpellation le 18 mai dernier. Elle était déjà prévue à ce moment-là parce qu'on a eu, comme vous savez, l'adoption d'une loi spéciale. Je suis sûr que la ministre aurait aimé mieux parler de l'interpellation, qui est un sujet beaucoup plus constructif et beaucoup plus d'avenir que de la loi spéciale, car je sais qu'elle est beaucoup plus une colombe qu'un faucon. Donc, mais j'aimerais aussi quand même profiter de l'occasion pour saluer le courage, la détermination des gens de ma circonscription, des jeunes, des moins jeunes, qui ont organisé encore hier une autre activité, une autre marche des casseroles. Patrick Lucier, qui est l'organisateur, fait un excellent travail. Donc, plusieurs aînés, beaucoup d'enfants qui sortaient en pyjama sur leur balcon dans les rues du Vieux-Saint-Jean pour appuyer le mouvement citoyen contre cette loi spéciale. Pour revenir à l'interpellation proprement dit, en 2002, le Parti québécois adoptait une loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis, on a forcé le gouvernement à ajuster ses programmes par cette loi. Malgré tout, le travail est loin d'être complété. Chaque jour, encore trop de Québécoises et de Québécois souffrent des effets de la pauvreté et de l'exclusion sociale. L'écart entre les riches et les pauvres s'accentue sans cesse. Les décisions prises au cours des dernières années par le gouvernement, comme les multiples hausses des tarifs d'électricité et la taxe santé de 200 $ qu'un gouvernement du Parti québécois abolira, n'ont rien pour améliorer le sort des plus démunis. Près de 10 ans après l'adoption de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, il est temps de faire le point. L'article 4 de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale nous rappelle la cible que le Québec s'est donnée à l'époque. La stratégie nationale vise à améliorer progressivement le Québec d'ici 2013 au nombre des nations industrialisées comptant le moins de personnes pauvres selon les méthodes reconnues pour faire des comparaisons internationales. C'est déjà dans moins d'un an, Monsieur le Président. Selon le Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion, qui est rattaché au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, on constate que selon les dernières données disponibles en 2009, le quintile le plus pauvre ayant un revenu de 14 800 $, alors que le plus riche avait un revenu de 69 200 $. Le quintile le plus riche avait donc un revenu 4,7 fois plus élevé que le plus pauvre. En 90, le quintile le plus pauvre avait un revenu de 12 200 $ et le plus riche avait un revenu de 52 900 $. L'écart était donc de 4,3 fois plus élevé. C'est donc signe que la situation ne s'améliore pas. On se souvient que lors de l'étude des crédits que nous avons fait en avril dernier, les chiffres fournis par la ministre nous indiquaient que le gouvernement s'était fixé des cibles du nombre de personnes à sortir de l'aide sociale, à l'aide financière de dernier recours, Et malheureusement, la ministre et le ministère n'avaient pas atteint ces cibles. Parmi les gens que la ministre souhaitait sortir de l'aide sociale l'an dernier, une personne sur 5 y est toujours. En chiffre absolu, ce sont 12 000 personnes que la ministre et le ministère voulaient sortir de l'aide sociale, qui n'en sont pas sortis. Pendant ce temps-là, on a un gouvernement du Canada qui, loin d'aider, nuit aux efforts du Québec. En annonçant dans le dernier budget fédéral, sans consultation des groupes ou des provinces, que l'âge d'admissibilité aux prestations de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenus garanti passera graduellement de 65 à 67 ans à compter de 2023 et jusqu'en 2029. Le gouvernement du Canada va alourdir le fardeau fiscal du Québec.
On sait que ce sont des milliers d'aînés démunis qui devront faire appel à l'aide sociale pour ces 2 années-là de plus. Le gouvernement du Québec devra donc payer pour cette aide sociale l'aide de dernier recours. À la suite de l'annonce le ministre des Finances du Québec a réagi en disant, et je cite, « On a besoin d'être compensé parce qu'effectivement, il y a une partie des gens de 65 à 67 ans qui vont être sur l'aide sociale. » Je suis très heureux de voir que M. Flaherty a dit, « Oui, les provinces seront compensées. » Ça, c'est écrit noir sur blanc dans son budget, donc il faut maintenant s'asseoir éventuellement pour discuter de ça. Dans le même article de la presse canadienne, on peut lire « Interrogé à savoir si le Québec demanderait une pleine compensation puisque le budget Flaherty n'évoque qu'une compensation, le ministre des Finances ne s'est pas avancé. Le budget parle de compensation. On verra. On va s'asseoir avec eux et on va voir ce qu'ils ont en tête pour ces années-là, a-t-il dit. » On sait que lors de l'étude des crédits, on a posé beaucoup de questions sur cet enjeu. Donc, j'aimerais savoir où en est les négociations, parce qu'à l'époque, la ministre s'était engagée à demander une pleine compensation de la part du gouvernement fédéral. Cette interpellation tombe à point aussi, Monsieur le Président, parce qu'un autre dossier où le gouvernement du Canada a annoncé des importants changements au régime d'assurance-emploi dans les derniers jours, les dernières semaines. Encore une fois, sans réelle consultation des partenaires, des travailleurs, des employeurs et des provinces. Désormais, certains travailleurs au chômage seront forcés d'accepter des emplois jusqu'à 30% moins payants que leur emploi précédent. Prenons un exemple très simple. Imaginons un travailleur ou une travailleuse qui gagnait 50 000 $ par année et qui est le soutien de famille. En vertu des nouvelles règles, cette personne, après un certain nombre de semaines, pourrait être forcée d'accepter un emploi à 35 000 $ par année. Une famille pourrait donc se retrouver avec 15 000 $ en moins par année pour vivre. Cependant, l'hypothèque, le compte d'hydro, la nourriture, l'épicerie ne baissent pas. Évidemment, ces changements pourraient avoir des impacts pour le gouvernement du Québec. La ministre elle-même a émis un communiqué jeudi en disant « exprimer certaines préoccupations » et avoir déjà entrepris des démarches auprès de la ministre Finlay pour que les changements ne se fassent pas au détriment des Québécois. J'espère que la ministre va nous dire quelle démarche elle a entreprise et qu'elle va nous déposer une lettre qu'elle a transmise au gouvernement fédéral. Encore une fois, le gouvernement du Canada, qu'il soit conservateur ou libéral, joue dans le programme d'assurance-emploi au détriment des Québécois. On se rappellera entre autres le vol de la Caisse de l'assurance-emploi par le gouvernement fédéral dans les années 90. Le programme fédéral ne répond plus aux besoins des Québécois. Il est temps de le rapatrier au Québec pour en faire un véritable programme, une véritable assurance-emploi pour les Québécois et pour les Québécoises. Dans le programme du Parti québécois adopté en avril 2011, on y indique qu'un gouvernement du Parti québécois réclamera le rapatriement de l'assurance-emploi au Québec, un outil indispensable pour accélérer l'adéquation entre les besoins de la main-d'œuvre spécialisée et des entreprises et la recherche d'un emploi enrichissant et durable pour les travailleurs. La chef du Parti québécois l'a réitéré en novembre dernier au dîner organisé par le Comité chômage de Montréal et le Conseil national des chômeurs. Je salue d'ailleurs le Conseil national des chômeurs et leur porte-parole Pierre Serré pour son travail et pour le bel argumentaire qui a été publié dernièrement. Le thème de cette interpellation est « Améliorer les conditions de vie des Québécois ». Le rapatriement de l'assurance-emploi est un excellent moyen d'améliorer les conditions de vie des Québécois et nous y reviendrons certainement plus tard durant l'interpellation. J'annonce tout de suite à la ministre que nous ne lui demanderons pas de s'engager immédiatement au nom du gouvernement, je comprends bien. Toutefois, on espère que nos arguments susciteront chez elle un questionnement qui l'amènera et qui fera en sorte que le gouvernement du Québec évalue cette question et puisse nous transmettre par la suite le fruit de son travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Monsieur le député de Saint-Jean. Oh, excusez. Oui, on s'en va à Saint-Jean. Oui. C'est vrai.
Je voulais retourner à Marie-Victorin, mais Ah, ben là. on s'en va à Saint-Jean. C'est beau, Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. On va revenir sur le rapatriement de l'assurance-emploi parce qu'on constate que c'est un dossier assez important. Je vais vous donner un exemple, Monsieur le Président. 2 municipalités voisines, Saint-Colomban et La Chute. À La Chute se trouve une région économique de l'assurance-emploi du centre du Québec, Saint-Colomban dans celle de Montréal. Si, par exemple, une entreprise qui ferme à La Chute et qu'on y retrouve des travailleurs de La Chute et de Saint-Colomban, les travailleurs de Saint-Colomban devront avoir travaillé 560 heures pour avoir droit aux prestations, tandis que ceux de La Chute devront avoir travaillé 595 heures pour y avoir droit. Alors que les travailleurs travaillent dans la même usine, on voit que c'est vraiment un effet pernicieux. Les travailleurs de Saint-Colomban auront aussi droit à un minimum de 20 semaines de prestations et à un maximum de 44 semaines, tandis que ceux de La Chute auront droit à un minimum de 23 semaines de prestations et un maximum de 45 semaines. Pourquoi que 2 municipalités, qui sont une à côté de l'autre, dans la même région administrative du gouvernement du Québec, mais qui ne sont pas dans la même région créée par le gouvernement fédéral pour le régime d'assurance-emploi, n'ont pas droit aux mêmes services? Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est impératif que le programme québécois d'assurance-emploi fasse preuve de plus de logique à cet égard. Et c'est pour ça que nous voulons, de concert avec les partenaires, les employeurs et les travailleurs, y réfléchir, tout comme l'ont fait les gens du Conseil national des chômeurs dans son fascicule, dans l'argumentaire. Je pourrais d'ailleurs en remettre une copie à la ministre pour ces dossiers. Tout d'abord, la chef du Parti québécois l'a dit en novembre dernier, le premier principe, ce sera d'être une véritable assurance. Il y a des travailleurs saisonniers qui paient des cotisations, mais ne sont pas assurés. Des jeunes et un nombre disproportionné de femmes sont également laissés en plan. Les employeurs qui paient des cotisations sont eux aussi pénalisés. L'industrie saisonnière, on en a parlé tantôt, a besoin de travailleurs, et le fait que ceux-ci ne soient pas assurés les incite à choisir de travailler, pour d'autres secteurs ou même de déménager. Les travailleurs âgés aussi sont pénalisés parce que ceux qui perdent leur emploi sont abandonnés souvent parce qu'ils ont ils sont contraints de délaisser de leurs biens, de leur économie, de leur maison parce qu'ils n'ont plus l'assurance-emploi. Leur santé dépérit, les familles souffrent, les économies locales s'essoufflent. Ça fait en sorte qu'on dévitalise nos petites municipalités, nos régions, notre Québec. Et à la fin, c'est l'État québécois qui doit ramasser les pots cassés, puis faire en sorte qu'on compense pour les problèmes causés par un autre gouvernement. Les coûts humains sont donc importants, mais les coûts financiers pour le gouvernement sont d'autant plus. Deuxième principe, le programme québécois devra faire partie de la solution d'un problème de plus en plus aigu au Québec, la pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Je m'explique. En ce moment, il y a des programmes de formation au gouvernement du Québec, l'assurance-emploi à côté. Comment on peut faire pour que l'assurance-emploi qui soit intégrée à Québec travaille davantage avec le service d'emploi Québec, les services d'employabilité, faire en sorte que, au fond, l'argent des contribuables soit mieux investi, mieux dépensé pour offrir une meilleure formation aux gens, pour qu'on réponde davantage à faire une meilleure adéquation entre la formation et la main-d'œuvre. Pour faire en sorte qu'on ait des gens mieux formés, qu'on attire des emplois de qualité, des entreprises qui vont rémunérer davantage notre monde, faire en sorte qu'on va pouvoir se démarquer sur le plan économique. Donc, c'est pour ça que nous, on considère que le rapatriement de l'assurance-emploi est véritablement une solution
Pour le Québec, Michel Bédard l'a dit dans son document, on pourrait éliminer les dédoublements, faire en sorte qu'on économiserait 200 millions environ annuellement. Donc, je comprends que la ministre nous a dit qu'elle allait étudier la question du rapatriement de l'assurance-emploi, étudier la question des changements au gouvernement fédéral. Donc, j'aimerais entendre la ministre sur cette question. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, si on est encore sur l'assurance-emploi, on va en discuter encore plus longuement. Alors, pour répondre aux collègues, bon, ils nous parlent des régions, puis des employés qui travaillent dans la même usine, mais qui viennent pas nécessairement de la même région administrative et qui n'ont pas nécessairement le même nombre de semaines ou d'heures exigées en termes de ratio pour recevoir de l'assurance-emploi. Premièrement, ces normes-là, ces règles-là existent depuis fort longtemps. On me dit, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, que ce sont des règles qui ont été établies. Ce sont des règles qui n'ont pas été changées dans les nouvelles règles ou les modifications que compte apporter le gouvernement fédéral à l'assurance-emploi. Donc, il n'y a pas d'homogénéisation ou il n'y a pas de rationalisation. Elle n'a pas évoqué. Et je vous dirais qu'à cet égard-là, il faut faire attention parce que peut-être que dans un cas comme le présente le collègue, que ça fait pas l'affaire des gens. Par contre, si on avait un taux unifié et un nombre d'heures et de semaines unifiés à travers toutes les régions du Canada, mais on n'a qu'à prendre notre province à nous, je pense pas que ça ferait le bonheur des gens non plus, parce qu'il est clair que la situation économique dans des régions éloignées, notamment la Gaspésie, on peut prendre la Gaspésie, je pense que tout le monde comprend bien, le portrait il est clair, il est fort. On ne peut pas penser que le taux de chômage de la Gaspésie puis celui de la couronne de Montréal, notamment à Laval, on ne peut pas penser que le portrait pour se trouver un emploi est le même. Premièrement, on n'a pas les mêmes genres de travail. Alors, on parlait tantôt de travailleurs saisonniers. Il y a une industrie saisonnière et ça prend des gens pour travailler, ça prend des gens qualifiés. Et quand on perd notre emploi, ben c'est assurément plus difficile d'en trouver un autre. En tout cas, plus difficile en Gaspésie que si on est à Laval ou que si on est en Montérégie. Alors, c'est pour ça qu'il y avait eu des différences à l'époque. Comment elles ont été calculées, je pourrais pas vous dire, mais c'était pour répondre à des réalités terrain, des réalités très concrètes, des besoins et du genre de travail que les citoyens pouvaient se trouver. Donc, c'était pour répondre à... Je pense que c'était très approprié pour le genre de travail quand on avait un travail de saisonnier, de dire ces gens-là, quand ils ont cumulé 16, 20 semaines, ben le besoin saisonnier est passé, puis ça serait difficile de leur en demander davantage. Et comme je le disais tantôt, quand ils viennent pour se trouver un emploi, ben le taux de chômage n'est pas le même. On sait qu'il y aura 740 000 emplois disponibles au Québec, Monsieur le Président, d'ici 2015. On ne parle pas de pénurie de main-d'œuvre, mais assurément de rareté de main-d'œuvre. Et d'entrée de jeu, on est ici pour parler des conditions de vie des gens puis de nos plus démunis. Donc, ce qu'on croit, nous, chez Emploi Québec, et on le croit profondément, que le travail est la meilleure façon pour une personne de se sortir de la pauvreté, d'améliorer son sort au niveau économique et d'améliorer ses sources de revenus. Donc, ce qu'on dit ici avec les 740 000 emplois, Monsieur le Président, c'est qu'il y aura de l'emploi pour tous. Tous ceux qui voudront être intégrés au marché du travail, Emploi Québec va leur faciliter la tâche dans la recherche d'emploi, dans la formation, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi qui vont vouloir suivre une formation pour s'orienter vers autre chose. Il y a des gens qui vont vouloir améliorer leurs compétences, donc aller bonifier la formation qu'ils ont pour devenir une main-d'œuvre encore plus expérimentée, plus perfectionnée. Et je pense que nos entreprises vont avoir à cœur et on va avoir un intérêt certain au niveau économique à conserver ces travailleurs-là, parce qu'on parle également des travailleurs âgés, qui sont nos travailleurs expérimentés, des 55 ans et plus, comment on peut faire pour les garder, les maintenir le plus longtemps possible sur le marché du travail, et qu'on parle des immigrants, qu'on parle de nos personnes assistées sociales, alors on aura besoin de tous. Alors on invite les gens qui ont le goût de relever le défi de l'emploi, de venir rencontrer les gens d'Emploi Québec et on va les accompagner parce qu'il y aura des emplois pour tous. C'est pas juste des ingénieurs. On parle notamment du plan Nord et quand je donne l'exemple du plan Nord, je veux pas que les gens déménagent tous dans le Nord. C'est pas du tout la question. Mais ce ne sont pas juste des emplois hautement spécialisés. On n'a pas tous besoin d'ingénieurs. On aura besoin de tous les niveaux d'emploi, Monsieur le Président.
tous les niveaux, que ce soit un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études collégiales. Alors, tous les types d'emplois, il y aura des besoins. Dans les régions du Québec également, parce qu'on sait que d'ici les prochaines années, il y aura une grande proportion, parce que notre bébé boomer va prendre sa retraite. Donc, très rapidement, on aura de grands besoins à combler sur le marché du travail parce qu'une large proportion de nos bébés boomers vont prendre leur retraite. Donc, c'est important. Il y a un défi également pour la société québécoise, c'est l'adéquation. Okay. Ça sera pour le prochain bloc, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que la ministre va continuer à étudier la question de l'assurance-emploi, des conditions du fédéral et de l'éventuel rapatriement. Donc, il y aura sûrement un comité d'experts formé sur la question. Fait que je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle de voir que la ministre et le gouvernement sont ouverts à la question. J'aimerais parler maintenant d'une demande qui est, même je pourrais dire, insistante, Monsieur le Président. Vous allez vous rappeler de ma pile que je me suis promené sous le bras de tous les courriels que j'ai reçus de citoyens, les 5000 courriels. Je ne l'ai pas amené aujourd'hui, papier. Je sais que vous auriez aimé avoir une clé USB, mais c'est comme ça que les citoyens nous l'ont envoyé. Donc, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais vous vous souvenez de l'image, ça vous a tellement marqué là, que je n'ai pas besoin de la ramener. C'est une demande importante que nous considérons. Nous voulions en parler aujourd'hui pour avoir une réponse de la part de la ministre sur ses intentions de tenir cette commission parlementaire sur la pauvreté, faire en sorte qu'il y ait un portrait global qui se fasse au Québec, faire en sorte qu'on puisse voir quelles actions ont été faites par le gouvernement, quelles autres actions pourraient être faites dans l'avenir, comment on peut s'asseoir tout le monde ensemble, les parlementaires, et réfléchir sur cette question-là, mais aussi d'avoir des experts, avoir des gens qui vivent la réalité qui est la pauvreté, qui puissent nous expliquer, nous faire part en 2012 où nous en sommes rendus par rapport à cette question, parce qu'on sait que maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années que ce débat-là a eu lieu à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la loi en 2002 par le gouvernement du Parti québécois. Mais maintenant, où nous en sommes, et à l'approche de la date butoir qu'on s'était donnée, je vous rappelle que la loi, l'article 4 de la loi que le gouvernement du Parti québécois avait adoptée, l'article 4 dit « La stratégie nationale vise à amener progressivement le Québec d'ici 2013 », ça 2013 c'est l'année prochaine, au nombre des nations industrialisées comptant le moins de personnes pauvres selon des méthodes reconnues pour faire des comparaisons internationales. Je l'ai dit tantôt, je vais le répéter. En 2009, le quintile le plus pauvre, 14 800, le quintile le plus riche, 69 200, donc un écart de 4,7 et de 4,7 fois moins élevé. Et en 90, 12 200 et le plus riche, 52 900, donc un écart de 4,3 fois plus élevé. Donc, on voit que la situation est encore préoccupante. La pauvreté chez les personnes seules, chez les couples sans enfants. On le voit aussi que la ministre, pas la ministre, mais le ministère nous l'avait confirmé lors de la commission parlementaire du 1er février 2012. L'utilisation accrue des banques alimentaires. Quand on voit l'ampleur de la demande dans chacune des circonscriptions au Québec, on le voit que c'est pas un problème banal, là. Il faut vraiment poser un vrai diagnostic sur la préoccupation, sur la réalité que vivent les gens qui vivent la pauvreté, donc amener une solution concrète. Nous considérons que ça devrait passer par la commission parlementaire, parce que c'est un outil qui est mis à la disposition de l'Assemblée nationale, faire en sorte que tous les députés puissent débattre de cette question, entendre les experts, entendre les citoyens, faire en sorte qu'on puisse redonner la parole aux gens à l'Assemblée nationale sur cette question importante. Et très rapidement, je peux vous dire 40,9% des utilisateurs des banques alimentaires sont des femmes, 36,5% sont des enfants de moins de 18 ans. Et quand on voit la clientèle étudiante avec prêt et bourse comme seul revenu,
se tournent vers les banques alimentaires pour boucler leur budget, pour boucler leur fin de mois. On le voit qu'il y a une hausse de plus de 32,3 % en 2011. Donc, avec la hausse des frais de scolarité annoncés, avec la taxe santé, avec la hausse des tarifs d'électricité, avec la hausse de la TVQ, avec toutes les hausses que nous avons eues dans les derniers mois, les dernières années, je crois qu'il est important, plus que jamais, de tenir cette commission parlementaire pour que tous puissent entendre les recommandations des experts et des citoyens du Québec. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la ministre, en vous rappelant que la commission parlementaire que je préside doit se réunir en séance de travail prochainement pour décider et j'aimerais bien ça qu'on soit capable effectivement d'adresser cette question-là avant toute chose. À vous la parole. Alors, Monsieur le Président, je vais laisser la commission donner la réponse aux députés. Je pense qu'une commission, il y a des parlementaires de tous les partis et je pense que ça sera... Le dossier a été référé à la commission, donc c'est à la commission à prendre une décision sur cet élément-là. Alors, je vais revenir, Monsieur le Président, parce que tantôt on parlait de la Caisse d'assurance-emploi. Je vais parler de la problématique et du grand défi que nous avons au Québec à l'égard de l'adéquation. Alors, oui, il y a 740 000 emplois disponibles d'ici 2015, mais on a beaucoup d'emplois également qui sont... il y a beaucoup d'emplois, puis il y a beaucoup de travailleurs qui sont soit au chômage, soit à la recherche d'emploi, soit qui ont perdu leur emploi. Alors, je pense que le défi qu'on a comme société québécoise, c'est de favoriser un meilleur arrimage entre les emplois disponibles et la formation de notre main-d'œuvre pour faire en sorte qu'on puisse former les travailleurs pour répondre aux besoins de nos entreprises et ça le plus rapidement possible avec beaucoup de flexibilité, beaucoup de souplesse pour éviter que le carcan administratif des fois nous oblige à faire beaucoup de choses et qu'on soit capable d'offrir cette main-d'œuvre-là dans 5 ans, dans 10 ans, quand le marché du travail aura évolué, puis il ne sera plus nécessairement le même et n'aura plus nécessairement les mêmes besoins. Alors, dans ce contexte-là, et on est tout à fait conscient de ce défi-là, il y a eu des consultations avec ma collègue à l'éducation, il y a eu des consultations dans toutes les régions du Québec, il y a eu des consultations avec l'ensemble des partenaires. La Commission des partenaires du marché du travail a été très, très présente dans cette consultation-là. Et il en est ressorti 14 points qui nous permettraient d'être plus efficaces, d'être optimales dans l'action qu'on pose à l'égard des besoins du marché du travail pour répondre davantage à nos entreprises, parce que le recrutement pour les entreprises va se faire difficilement. Donc, dans ces actions-là, on a tout un plan d'action, le cheminement, les étapes, et je vous dirais que le dossier progresse très bien et qu'on a déjà franchi certaines étapes et qu'il y a des éléments cruciaux, notamment que dans chaque région, on définisse, la Commission des partenaires du marché du travail sera responsable de définir les priorités d'emploi dans chacune des régions, ce qui est bien parce qu'avant, c'était davantage défini par le secteur de l'éducation, puis on leur enlève rien, là, sauf que ceux qui sont vraiment connectés sur les entreprises, leurs besoins de main-d'œuvre, quel type de profession. Alors vraiment, les partenaires du marché du travail vont jouer un rôle de premier plan. Et ce qu'on veut aussi, c'est un guichet unique. Parce qu'il y a la reconnaissance des acquis, il y a les compétences, il y a le diplôme universitaire, du cégep. Alors, un travailleur qui veut se former pour tel emploi doit passer par quel cheminement? Est-ce qu'il doit retourner dans une école de formation ou est-ce qu'il peut aller en stage dans une entreprise? Donc, on aura un guichet unique pour recevoir un travailleur qui est prêt à travailler, mais qui a peut-être besoin d'une mise à niveau ou d'une formation particulière. Alors là, on aura un guichet unique pour recevoir cette personne-là et la guider dans le corridor ou dans le chemin qui va répondre le plus à sa personnalité, à ses besoins et pour le retourner le plus rapidement. Parce que vous savez, quand on s'adresse à un travailleur de 45 ans ou qu'on s'adresse à un jeune décrocheur qui a 20 ans, je pense que le cheminement n'est pas le même. Celui qu'on va lui proposer, l'encadrement n'est pas le même et les besoins de gagner des sous non plus pour la personne de 45 ans. Souvent, il y a une famille à faire vivre, donc son retour en emploi doit, et assurément, ce qu'il souhaite, c'est de retourner le plus rapidement possible. Alors ça, c'est important pour nous, l'adéquation. Tantôt, mon collègue parlait d'éliminer les dédoublements si on rapatriait l'assurance-emploi. On parle de 200 millions. Alors, premièrement, il faudrait voir ces 200 millions-là consistent en quoi? Est-ce que réellement, et oui, s'il y a dédoublement, à la hauteur de combien? Mais je vous rappelle tout à l'heure que les chiffres de 2008 que nous avons, c'est un manque à gagner de 863 millions de dollars.
Alors, même si les 200 millions sont bel et bien vrais, puis qu'il y a vraiment un problème de dédoublement, on est encore loin du 863 millions de manque à gagner qu'on aurait pour la province de Québec. Et je vous rappelle que dans l'entente de développement sur le marché du travail, nous recevons du fédéral 657 millions de dollars qui sont puisés à même la caisse de l'assurance-emploi et ça représente 30% de l'enveloppe fédérale, de l'enveloppe canadienne, alors que notre poids démographique est à la hauteur de 23%. Alors oui, il faut examiner l'ensemble des éléments. C'est complexe. Il y a plusieurs éléments qu'il faut aller voir au niveau de l'aide sociale, au niveau des travailleurs saisonniers, il faut aller voir au niveau des conditions de travail, il faut aller voir l'ensemble des éléments, les semaines, selon les régions. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est avantageux, qui répond davantage au portrait du Québec, ce qui a toujours été le cas par les années passées? Alors, tous ces éléments-là doivent être vus avant de dire qu'il faut leur rapatrier chez nous. Alors, il faut s'assurer que le geste qu'on posera sera un geste gagnant pour le Québec et gagnant pour les travailleurs du Québec également. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Tantôt, j'ai posé une question sur la commission parlementaire sur la pauvreté, une demande qui est importante. Malheureusement, j'ai cru comprendre que la ministre faisait une passe à la commission en envoyant là, dans le sens un langage de hockey que je parle là, pas dans un autre sens, mais c'est quand même la ministre. La ministre représente le gouvernement du Québec dans cette question. Elle représente la majorité ministérielle des députés, membres de cette commission parlementaire. Comme ministre responsable de ce dossier, elle peut avoir une opinion sur la tenue ou non d'une commission parlementaire. Je constate qu'elle a parlé longuement de la question de l'emploi, de l'adéquation de la formation de la main-d'œuvre, de l'assurance-emploi. C'est des sujets que j'adore et que j'aime beaucoup parler. J'en ai parlé longuement déjà. Mais là, nous, en tout cas, on avait posé une question sur la commission parlementaire. Donc, peut-être que la ministre pourra nous revenir à la charge en nous disant si elle, comme ministre, elle considère que ça pourrait être un bon outil pour parler de cette question. Sur un sujet qui a un lien avec quand même la commission parlementaire, j'ai deux citoyens qui nous ont parlé de préoccupations qu'ils vivent. Michel Trudeau de Jonquière, mon collègue député de Jonquière m'a transmis la demande de son citoyen. Vous vous rappelez peut-être, Monsieur le Président, que mon collègue député de Jonquière avait même déposé une pétition dans ce sens au mois de juin, le 1er juin 2011. Sur toute la question de prestations de solidarité sociale, sur l'allocation logement. Et M. Trudeau a reçu une copie de la réponse de la ministre datée du 12 octobre 2011. Et M. Trudeau considère qu'au fond, c'est une copie de la loi que la ministre lui a transmise et il est insatisfait de la réponse. Donc, j'aimerais demander à la ministre, au fond, de prendre contact avec M. Trudeau pour raffiner la réponse à ce citoyen, parce qu'il a quand même ramassé plusieurs signatures sur cette pétition-là. Donc, une copie de la pétition, je peux en faire Oui, je peux faire une copie de la réponse. Oui, on va faire déposer une copie de la réponse si vous la voulez. Voilà, donc, à la fin. Et donc, c'était notre demande là, de prendre peut-être contact avec M. Trudeau à ce sujet-là. Un autre citoyen, cette fois-ci, citoyen de ma circonscription, Richard Guillemette, sûrement que la ministre a déjà entendu parler de ce cas. M. Guillemette souffre ici, la réponse. Donc, M. Guillemette souffre de dystrophie musculaire sévère. Donc, avec la sécurité du revenu, il est considéré dans la catégorie contrainte sévère à l'emploi. Et ça fait en sorte que si M. Guillemette veut se marier, ce qu'il a fait par le passé, le revenu familial est considéré dans ses prestations. Donc,
M. Guillemette, à ce moment-là, a perdu ses allocations. Toute la question du logement adapté, toute la question de la médication, de l'adaptation de son logement, c'est très onéreux. Donc, ça le met dans une situation précaire. Je vous parle de ce cas-là particulier parce que M. Guillemette se considère en quelque sorte un porte-parole pour les gens qui souffrent, qui ont cette situation-là. Donc, je veux pas nécessairement une réponse pour M. Guillemette particulièrement parce que sa situation a évolué dans le temps. Mais pour les gens qui ont des maladies vraiment problématiques à ce niveau-là, donc qui sont considérés comme qui ont des contraintes sévères à l'emploi, mais qui en même temps doivent se marier, veulent se marier parce qu'ils ont aussi droit d'avoir une vie conjugale légale. Est-ce que la ministre peut nous dire quelles sont ses intentions à ce niveau-là et faire en sorte aussi, donc, répondre pour le cas de M. Guillemette, mais pour la réalité au sens global, et pour M. Trudeau de prendre contact avec lui, et en même temps peut-être répondre pour la demande de la commission parlementaire. Merci, M. Saint-Jean. On va vous repasser la rondelle, Mme la ministre. Oui, alors... Monsieur le Président, 5 minutes, c'est vraiment pas long. Alors, je tiens à dire aux collègues que je joue pas au hockey puis que je fais pas de passe quand il s'agit des dossiers. Je vous le promets, je fais pas de passe. Il y a une procédure parlementaire, il y a une commission qui existe, et je pense que, justement, le bien fondé de la commission, c'est qu'elle s'élève au-dessus de la partisanerie, parce que tous les partis y sont représentés. Et je pense que la pauvreté, c'est pas une question de parti politique, c'est une question parlementaire, et qu'elle doit être... c'est tout à fait pertinent qu'elle soit reléguée à la commission, qui, elle, avec l'expertise de tous les membres de la commission, est en mesure de juger quelle doit être l'action qui doit être poursuivie dans un deuxième temps suite aux recommandations du CCLP. Alors, je laisse la commission faire son travail, je laisse les parlementaires en discuter et nous, on se conformera à la décision de la commission. Le collègue, et je vais revenir, puis je vais répondre à vos deux cas, chers collègues, je veux juste revenir une petite parenthèse, si vous me permettez, parce que vous parlez souvent du quintil, puis que c'est important de pas mêler les gens qui nous écoutent, Monsieur le Président, et de dire des choses qui sont pas tout à fait précises, qui sont pas tout à fait le portrait de la réalité. Le fossé entre les riches et les pauvres au Québec, il ne s'agrandit pas, il s'amenuise. J'ai des articles ici que je pourrais lire, puis j'en ai beaucoup. C'est pas la ministre qui le dit, là. J'ai ici l'Institut économique de Montréal qui dit, puis c'est tout récent, là, le 1er mai 2012. L'étude menée par l'Institut économique de Montréal soutient qu'il est faux de penser que le fossé entre riches et pauvres se creuse constamment. L'organisme note qu'entre 1995 et 2009, le revenu moyen après impôt des ménages canadiens les plus pauvres a augmenté de 23 % alors qu'il avait presque stagné durant la période précédente. J'ai un article de Pierre Fortin qui dit « La pauvreté par ailleurs, tout le monde connaît M. Fortin et son expertise qu'il a à l'égard de la pauvreté. La pauvreté a par ailleurs connu une baisse généralisée au Québec depuis 30 ans. C'est particulièrement vrai des familles monoparentales. De 1996 à 2009, le pourcentage de ces familles qui sont pauvres est passé de 32 % à 19 %. Le pouvoir d'achat réel des familles monoparentales a bondi de 63 %. Il est maintenant 20 % plus élevé qu'en Ontario. Ce succès spectaculaire est en bonne partie attribuable à l'efficacité redoutable de la politique familiale du Québec, assurance médicaments, congés parentaux, garderies pas chères, prime au travail, équité salariale, soutien aux enfants et salaire minimum établi à 45 % du salaire moyen. On a ici également l'OCDE qui dit « On sait toutefois que le Québec est généralement exposé aux mêmes forces que les autres économies, mais que ces mécanismes de répartition de la richesse sont restés plus efficaces qu'ailleurs au pays. » Et là, Monsieur le Président, là, j'ai rien que 5 minutes, mais j'en aurais des citations pendant presque 1 heure.
Alors, pour revenir aux 2 cas, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Alors, la pétition, quand il dit que je lui ai répondu, j'ai répondu à une pétition, j'ai pas répondu à l'individu. C'est 2 choses particulièrement différentes à mon avis. Un cas particulier puis un cas généralisé lors d'une pétition, c'est pas la même chose. Ce que j'ai toujours eu l'habitude, quand je reçois des commentaires de cas particuliers qui s'adressent à moi, j'ai toujours l'habitude de la remettre au sous-ministre et de lui demander qu'on s'en occupe personnellement. Alors, pour ce qui est de M. Trudeau, je pense que pour l'instant, il n'y a personne qui peut-être de précision à donner. Et je pense que c'est peut-être pas, c'est des cas particuliers. Je suis pas sûre qu'on va en discuter publiquement, là. Je suis pas sûre que les personnes apprécieraient que je discute de leur cas aujourd'hui, si le collègue veut, mais on lui donnera des précisions. On me dit que les gens ici connaissent le cas de la 2e personne dont vous nous avez parlé. Il y a des gens ici qui pourraient, suite à l'interpellation, peut-être vous donner des précisions à l'égard de ce cas particulier-là. Et pour le premier, j'ose pas même prononcer le nom des gens, là, parce que je suis pas certaine qu'ils apprécieraient que tout le Québec soit au courant de leur situation. Alors, puis c'est tout à fait légitime. Monsieur un des messieurs, on pourra vous en parler. L'autre, on va vérifier, voir si on a de l'information, si on a fait un suivi. Soyez assurés, mes chers collègues, je vis dans une région, mon comté est un comté particulièrement pauvre. Vous le savez, ma région, la Mauricie, il s'en tire vraiment bien. Mon comté est particulièrement plus problématique. Je suis très sensible à ces cas-là et à chaque fois que j'en reçois un, je me demande à mon monde qu'on s'en occupe personnellement. On n'a pas l'habitude de répondre de façon systématique à des personnes quand ils nous interpellent et quand ils me parlent à moi. Alors, c'est un souci et une préoccupation que j'ai à chaque jour. Merci, Madame la ministre. Député de Saint-Jean, pour votre dernière intervention, avant que vous ayez les mots, la dernière intervention finale. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Donc, on fait des blagues là, un peu là, quand même. Là, faut pas trop se prendre au sérieux, mais je comprends quand même que la ministre a un préjugé favorable à la tenue d'une éventuelle commission, mais que ce sera en séance de travail de déterminer s'il y aura une commission ou non. Cependant, je remercie la ministre pour la réponse pour les 2 citoyens. À l'étude des crédits, j'avais posé une question pour un citoyen. On a eu une bonne réponse de la part de votre sous-ministre. Donc, merci beaucoup. On sait que habituellement, effectivement, quand on vous transmet les cas, ça fonctionne bien. C'est peut-être pour ça que maintenant, les gens nous envoient les cas parce qu'ils veulent qu'on les règle plus rapidement. Mais ceci étant dit, je voulais quand même le souligner parce que c'est important, quand ça va bien, de le mentionner aussi. J'aimerais vous mentionner, Monsieur le Président, pour vous rappeler, vous citer un extrait du plan annuel de gestion des dépenses du ministère de l'Emploi et de Solidarité sociale, donc dans le budget des dépenses 2012-2013 à la page 118. Le ministère des Finances précise que le programme Mesures d'aide financière permet à des personnes de recevoir une aide financière de dernier recours égale à la différence entre les ressources et les besoins essentiels qui leur sont reconnus. Donc, on s'entend qu'on peut débattre longtemps de cette affirmation-là. Mais ceci dit, la ministre, dans son rapport, a confirmé la pertinence des mesures du panier de consommation, ce qu'on appelle dans le jargon MPC, comme indicateur pour suivre l'évolution des situations de pauvreté selon la couverture des besoins de base. Moi, j'aimerais savoir de la part de la ministre, dans un premier temps, si elle peut nous en dire davantage sur la crédibilité de cet indicateur-là, selon elle, et de ce que l'on sait, et quelle est la crédibilité dont il jouit au sein du gouvernement du Québec et au Québec, tant des milieux scientifiques que des milieux citoyens. Et aussi, j'aimerais savoir de la part de la ministre, parce que vous comprendrez que je suppose qu'elle me répondra à cette première question-là. Et donc, j'oriente aussi ma question en lui ajoutant cette information-là. Donc, j'aimerais savoir les besoins essentiels reconnus que vous reconnaissez vous-même sont à la hauteur de la MPC. Comment expliquez-vous qu'au Québec,
encore 750 000 personnes ne couvrent pas leurs besoins de base, n'ont pas l'essentiel pour vivre. Comment expliquez-vous qu'à l'aide sociale, certains prestataires ne reçoivent que 50% de ce minimum reconnu? Comment le gouvernement actuel, par l'entremise du ministre des Finances et de son budget, son dernier budget 2012-2013, peut-il permettre l'affirmation que j'ai fait précédemment, que j'ai cité à la page 118 du budget des dépenses, qui dit que la mesure d'aide financière permet à des personnes de recevoir une aide financière de dernier recours égale à la différence entre les ressources et les besoins essentiels qui leur sont reconnus. Et précédemment, je parlais, et je reviens souvent sur l'écart entre les quintiles les plus pauvres et le quintile le plus riche. L'information et la statistique que je donne et que je répète lors de l'étude de crédit aujourd'hui nous provient du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion qui est rattaché au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, moi, je me fie au Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Madame la ministre nous a parlé d'une statistique de l'Institut économique de Montréal. Donc, on peut essayer de voir, sans porter de jugement, là, quel organisme ou quelle association, institut est plus pertinente que l'autre pour étudier cette question-là et voir les conclusions qui en découlent. Donc, j'aimerais savoir, de la part de la ministre, ce qu'elle a à nous dire par rapport aux mesures du panier de consommation et quel est son impact, son utilisation et les conséquences que nous avons par rapport à nos citoyens pour le Québec. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la ministre? Monsieur le Président, alors au niveau des quintiles, là, parce que je pense que les gens, c'est assez complexe. C'est une question que... je pense que les deux questions qui viennent dans le bloc de 5 minutes du collègue auraient été intéressantes à poser en étude de crédit parce que quand on parle du MPC par rapport aux autres mesures d'appréciation de la pauvreté, là, il y en a plusieurs et je pense que ça aurait été le fun d'avoir les explications des gens les plus ça aurait été le fun qu'on puisse laisser parler les experts en la matière pour vous donner les fins détails, mais je vais vous donner ce que je peux vous donner. Pour ce qui est des quintiles, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui nous suit quand on parle de quintiles, quand on parle de coefficient de Gini, ce sont des mesures qui viennent nous dire si effectivement il y a des inégalités, si le fossé entre les riches et les pauvres se creuse au Québec, ou est-ce que c'est réellement le cas? Et quand on se compare aux autres, est-ce que cet écart-là s'est accentué? Est-ce qu'il est pire qu'ailleurs? Alors, c'est important de dire là, que le Québec a connu une baisse des inégalités depuis 2003, Monsieur le Président. Alors ça, c'est clair, puis il faut le dire, il faut le répéter. Je pense que quand on dit le contraire de ça, c'est pas le reflet de la réalité. En 2009, Monsieur le Président, le Québec était au premier rang selon les indicateurs d'inégalité. Et quand on parle du coefficient de Gini, qui est compliqué, comme je le disais tantôt, c'est assez complexe à comprendre pour les gens qui nous écoutent, même nous, quand on est là-dedans, ça nous prend des spécialistes pour nous préciser les éléments. Mais le coefficient de Gini qui est observé pour l'ensemble des ménages au Québec en 2009 était le plus faible parmi les provinces du Canada. Alors, le coefficient de Gini, c'est le rapport interdécile et le rapport interquintile, alors je dois en avoir déjà perdu quelques-uns, qui sont des indicateurs souvent utilisés pour mesurer le niveau d'inégalité de la répartition du revenu. Alors, si le coefficient de Gini observé par l'ensemble des ménages au Québec est le plus faible, ça veut dire que c'est chez nous que le niveau d'inégalité de la répartition du revenu est le plus faible. Alors, quand on se compare aux autres, et selon les données également, en 2009, les revenus des ménages les plus riches représentaient 4,1 fois celui des ménages les plus fortunés, donc un ratio entre nos plus riches et nos plus pauvres de 4,1, comparativement à 4,9 en Ontario et à 4,7 dans l'ensemble du Canada. Donc, le revenu des ménages les plus riches, c'est 4,1 par rapport aux moins fortunés,
alors qu'en Ontario, c'est 4,9 et 4,7 dans l'ensemble du Canada. Donc, il y a moins d'écart et il y a moins de familles. La proportion entre les familles riches et les familles pauvres, c'est au Québec qu'elle est la plus faible quand on se compare à l'Ontario et au Canada. Pourcentage de l'MPC également. Quand on additionne les prestations et les mesures fiscales. OK. Monsieur le Président, il y a également, je vais revenir sur la MPC parce que tantôt, il nous parlait également, pourquoi la MPC, pourquoi pas un autre type de mesure. La mesure de panier de consommation, c'est la mesure qui a été retenue dans tout le Canada parce que pour avoir des comparatifs, pour être capable de se comparer à ce qui se fait ailleurs, le Canada et les provinces ont convenu de retenir cette mesure-là. L'élément qui est important, les barèmes d'aide financière de dernier recours ont été déterminés en fonction des besoins essentiels qui sont reconnus. L'alimentation, le logement, l'entretien ménager, les soins personnels, l'habillement, les communications, l'ameublement, le transport et les loisirs. Dans le cas des personnes sans contrainte à l'emploi, seuls les besoins de court terme sont considérés, ce qui exclut l'habillement et l'ameublement. Pour les personnes ayant des contraintes temporaires, les besoins d'habillement sont assurés, permettant ainsi de couvrir les besoins de moyen terme. Enfin, si les personnes présentent des contraintes sévères à l'emploi, elles obtiennent la couverture de l'ensemble des besoins essentiels impliquant une protection à plus long terme. Et ce qui est important également, c'est que plusieurs mesures gouvernementales ont pour but d'encourager les personnes et les familles à intégrer le marché du travail, à améliorer leurs revenus et leurs conditions de travail. Et je pense qu'on peut les énumérer. Mon collègue en a parlé abondamment. Les exemptions pour revenus de travail. Il y a également le carnet de réclamation qui donne droit à la couverture des coûts pour l'utilisation des services dentaires, les services pharmaceutiques et les personnes qui ne sont plus admissibles au programme d'aide financière de dernier recours le conservent également pendant 6 mois. On a la prime au travail adapté, le supplément à la prime au travail, l'allocation d'aide à l'emploi, les prestations spéciales pour les frais scolaires, la gratuité des services de garde, la pleine indexation, la bonification des pensions alimentaires. Alors, je pense que des mesures pour soutenir les gens, Monsieur le Président, il y en a beaucoup et elles sont efficaces. Merci. Intervention d'interpellation. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, 2 heures, ça passe vite. J'aurais aimé aborder plusieurs autres dossiers, notamment la question des pensions alimentaires et leur calcul dans les revenus pour plusieurs programmes gouvernementaux. La ministre en a parlé dans son introduction en nous disant que 100 $ était exclu, mais 100 $ c'est bien, mais la totalité des pensions alimentaires serait mieux. D'ailleurs, il y a plusieurs appuis à ce niveau, protecteur du citoyen, commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, commission du statut de la femme, la Fédération des femmes du Québec, les fédérations étudiantes et même que de nombreux regroupements d'organismes communautaires et, bien entendu, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec et la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, pardonnez-moi. Il y a eu une pétition de 9000 signatures qui a été déposée à l'Assemblée nationale en 2008 et 2 projets de loi qui ont été déposés ici à l'Assemblée nationale par des députés du Parti québécois. C'est d'ailleurs dans notre programme politique. J'aurais aussi peut-être juste un petit bémol à transmettre à Madame la ministre quand on parle du coefficient de Gini. Bien entendu, c'est une statistique, mais il y a quand même certaines personnes qui ont certains doutes, sachant que le décile supérieur, donc celui des plus riches, n'est pas inclus dans le calcul. Monsieur le Président, l'interpellation visait à réfléchir sur comment améliorer la condition de vie des Québécois. Il y a deux façons de voir les choses. Dans les derniers mois, les dernières années, on a eu l'arrivée de la taxe santé, la hausse des tarifs d'Hydro-Québec, la hausse des frais de scolarité, la hausse de la TVQ, la hausse de tous les tarifs gouvernementaux, la hausse des permis de conduire, la hausse de l'immatriculation, la hausse sur la taxe de l'essence, plusieurs autres que j'oublie, mais que le portefeuille des Québécois n'oublie pas.
Nous, au Parti québécois, on considère qu'il faut abolir la taxe santé de 400 $ par famille, faire en sorte qu'on redonne le pouvoir d'achat à notre monde. Faire en sorte qu'on abolit la hausse des frais de scolarité de 75 %. Faire en sorte qu'on ait un enfant, une place, qu'on ait une place pour chaque enfant qui ont besoin d'une place en centre de la petite enfance. D'ailleurs, réseau des centres de la petite enfance qui ont été mis sur pied par la chef de l'opposition actuelle, chef du Parti québécois. Faire en sorte qu'on adopte une véritable politique en matière d'itinérance au Québec. Faire en sorte qu'on revoie le financement des organismes communautaires sur une base pluriannuelle plutôt que d'y aller d'année en année. Faire en sorte qu'on soustrait les pensions alimentaires du calcul de l'aide sociale pour faire en sorte que nos familles monoparentales ou autres puissent vraiment bénéficier de l'argent pour pouvoir offrir des soins, des services à leurs enfants. Et bien entendu, Monsieur le Président, rapatrier l'assurance-emploi au Québec parce que nous considérons que c'est un régime qui est essentiel pour améliorer les conditions de vie des gens, faire en sorte qu'aussi que ce soit un outil pour le développement économique, mais le développement social du Québec. Quand on voit qu'un chômeur sur deux n'a pas droit à l'assurance-emploi actuellement, quand on voit la baisse des taux de prestation, on réduit la période de prestation, les délais de carence, les délais administratifs. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président, qu'après 90 jours, les gens n'ont toujours pas eu de chèque d'assurance-emploi. Et en plus, en rapatriant le régime d'assurance-emploi au Québec, nous pourrions avoir un meilleur arrimage entre ce qui se fait déjà Emploi Québec. Nous l'avons déjà fait par le passé avec le rapatriement des mesures actives de formation, avec la création d'Emploi Québec. Nous l'avons aussi fait par le passé, Monsieur le Président, avec le régime québécois d'assurance parentale. Nous voyons maintenant les résultats et les bienfaits de ces rapatriements-là. Nous considérons que nous devons maintenant aller chercher le reste du programme pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation entre la formation, entre les mesures d'employabilité, les besoins de la main-d'œuvre et aussi, malheureusement, les gens qui perdent leur emploi. Nous, ce qu'on dit, c'est que moins qu'il y aura de demandes de prestations, plus grande sera la réussite. Faire en sorte qu'on élimine le cercle vertueux que je vous ai parlé précédemment entre l'arrimage et aussi faire en sorte qu'à terme, nous puissions réduire les taux de cotisation des travailleurs, des employeurs. Mais il y a plus. Les coûts administratifs d'Ottawa sont très élevés. Juste pour le Québec, on parle de 485 millions de dollars en frais de fonctionnement administratifs. En couplant les services de fonctionnement les services de fonctionnement d'Emploi Québec et ceux du programme d'assurance-emploi, nous pourrons économiser des millions de dollars. Toutes ces économies serviront à payer les prestations et ou à réduire les cotisations. Selon Michel Bédard, qui était l'actuaire en chef du programme fédéral d'assurance-emploi de 1990 à 2003 et qui a écrit un très bon article dans l'argumentaire produit par le Conseil national des chômeurs et des chômeuses, le rapatriement du Québec au Québec de l'assurance-emploi, le temps d'agir. On voit que l'élimination des dédoublements administratifs permettront de récupérer quelques 200 millions de dollars annuellement. Bref, le régime québécois devra redevenir une véritable assurance qui couvre adéquatement les travailleurs. Les employeurs devront aussi sortir gagnants de ce régime. Il devra faire partie de la solution au problème de la pénurie de main-d'œuvre spécialisée et donc à l'augmentation de la productivité de notre économie. Le régime québécois devra viser une réduction sur le long terme des taux de cotisation des employeurs et des employés. Évidemment, comme je le disais plus tôt, nous ne déterminerons pas aujourd'hui, puis nous ne l'avons pas fait, les modalités détaillées du régime québécois d'assurance-emploi. Mais c'est pour ça que nous voulons créer une vaste coalition, un débat de société sur cette question. D'ailleurs, j'ai cru comprendre une certaine ouverture de la part du gouvernement pour étudier la question. En ce sens, un gouvernement du Parti québécois organisera rapidement, dès son élection, un rendez-vous
qui pourra prendre la forme d'une commission parlementaire, commission spéciale à l'Assemblée ou d'un sommet, pour que nous puissions nous entendre sur cette question. Bien entendu, ce serait encore mieux si le gouvernement actuel convoquait cette commission dès maintenant, suite aux documents, suite aux analyses des spécialistes. Je vois que je fais rire la ministre, mais c'est correct, c'est de bonne guerre. Mais au-delà de ça, moi, la ministre nous l'a dit tantôt, c'est pour notre monde. C'est pour notre monde. Puis, je comprends que la ministre a ses opinions politiques, j'ai les miennes. On peut être fédéraliste, souverainiste, mais je pense que c'est pas ça qu'on parle. C'est faire en sorte que un programme social qui appartenait au gouvernement du Québec par le passé puisse revenir à Québec, parce qu'on l'a déjà fait avec le régime québécois d'assurance parentale. Nous l'avons déjà fait avec le rapatriement des mesures actives. C'est un gouvernement du Parti québécois qui l'a fait, mais encore aujourd'hui, j'entends la ministre nous parler des bons coups et de la fierté qu'elle a du service qui est offert par Emploi Québec, et je le partage. Donc, au fond, c'est en quelque sorte démontrer que c'est une réussite puis que ça a bien fonctionné. Donc, pourquoi maintenant ne pas rapatrier tout le régime au complet au Québec? Pour faire en sorte qu'on ait un Québec plus riche, riche de ses régions, riche de son monde, riche de ses travailleurs, mais aussi qu'on lutte contre la pauvreté, qui est un fléau, comme vous le savez, Monsieur le Président, puis on peut débattre de statistiques, puis de chiffres, puis on pourra toujours trouver des statistiques ou des chiffres à quelque part, Monsieur le Président, qui va confirmer une thèse ou une autre. Mais en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'itinérants à Montréal. Il y a de plus en plus de gens qui ont recours aux banques alimentaires du Québec. Et on le voit, il y a un davantage de coûts pour notre monde. Et l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, si on se fie au quintile du centre d'études que je vous ai parlé tantôt, on voit qu'il y a un écart qui s'agrandit malheureusement. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais remercier la ministre pour sa disponibilité, les gens de son équipe, de son personnel, Pierre Bouchard à notre service de recherche, mon collègue le député de Marie-Victorin, mon collègue de Jean Lesage, pour les bons débats que nous avons eus, les bonnes échanges. Et je considère que nous allons pouvoir poursuivre ce débat-là en séance de travail pour que nous ayons notre commission parlementaire sur la pauvreté dans les prochains jours, les prochaines semaines. Sûrement que, Monsieur le Président, vous nous convoquerez à cette séance de travail où il me fera plaisir de siéger. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. On fait des gros efforts, effectivement, M.